Dans le cœur vibrant de Lagos, là où le tumulte de la vie ne s'arrête jamais, vivait une jeune femme nommée Amara. À 28 ans, elle portait en elle une bonté et une force silencieuses. Sa peau brune, malgré les rigueurs de l'existence, semblait toujours capter la lumière du soleil. Chaque matin, elle nouait son bébé, Chiamaka, sur son dos avec un pagne délavé, et poussait une petite brouette chargée d'oranges qu'elle vendait au bord de la route. C'était ainsi qu'elle survivait, jour après jour. Amara n'était pas de ces femmes qui crient leur tourment à qui veut l'entendre. Elle parlait peu, mais ses yeux racontaient des histoires. Des histoires de douleur, d'espoir, et d'un amour infini pour ce petit être qu'elle emportait partout avec elle. Les gens du quartier la respectaient. Ils disaient qu'elle avait une âme douce, une de celles qui n'opposent jamais de résistance, peu importe la violence des coups que la vie lui portait. Cet après-midi-là, le ciel se voila d'un gris menaçant. Les nuages, lourds et sombres, laissaient gronder un tonnerre lointain. Amara leva les yeux, le cœur serré. « Mon Dieu, je vous en prie, pas maintenant », murmura-t-elle. Il lui restait encore la moitié de son panier d'oranges à vendre, et la pluie allait tout gâcher. Elle se hâta de pousser sa brouette vers un abri de fortune en bordure de route, espérant y trouver refuge pour ses fruits. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, les premières gouttes commencèrent à tomber. D'abord lentement, puis avec une violence inouïe. Les passants couraient se mettre à l'abri. Les klaxons retentissaient, et les pneus des voitures projetaient des gerbes d'eau boueuse sur quiconque se trouvait à proximité. Amara se pencha sur son bébé, tentant de la protéger avec un vieux morceau de toile de nylon. La pluie la trempa jusqu'aux os, mais elle n'en avait cure. Sa seule préoccupation était de garder Chiamaka au sec. De l'autre côté de la rue, un élégant SUV noir s'avança lentement. À l'intérieur, Ngozi, une femme riche d'une trentaine d'années, était assise. Sa peau était lumineuse, ses ongles parfaitement manucurés, et une boucle d'oreille en diamant scintillait à son oreille. Elle appartenait à cette catégorie de femmes qui aiment que les regards se tournent sur leur passage, convaincue que l'argent la plaçait au-dessus du commun des mortels. Ngozi regarda par sa fenêtre teinter la rue boueuse et fronça les sourcils. « Encore cette pluie de Lagos, dit-elle sèchement. « Chauffeur, dépêchez-vous. Je n'ai pas de temps à perdre dans les embouteillages. » Son chauffeur, un homme âgé et discret, regarda devant lui avec nervosité. « Madame, s'il vous plaît. Il y a une grande flaque juste devant. Nous devrions peut-être ralentir. » Mais Ngozi leva les yeux au ciel. « Avancez, un point c'est tout. Ces pauvres gens devraient apprendre à s'écarter de la route. S'ils ne veulent pas être mouillés, qu'ils restent chez eux. » Le chauffeur hésita, mais un regard glacial de Ngozi le fit obéir. Il appuya sur l'accélérateur et la voiture fonça à travers la flaque d'eau. La seconde suivante, tout se passa très vite. Une vague d'eau brune et sale jaillit de la route et s'abattit directement sur Amara. Elle la submergea entièrement, son visage, son pagne, et même le bébé sur son dos. Amara eut un hoquet de surprise. Ses oranges roulèrent dans la boue. Chiamaka se mit à pleurer bruyamment. Autour d'eux, des cris de colère s'élevèrent. « Ah, madame, vous ne voyez donc personne sur votre chemin ?» hurla un homme. Mais Ngozi se contenta de jeter un œil dans son rétroviseur, vit le désastre derrière elle et éclata de rire. Son rire était cinglant et froid. « Celle-là, on dirait que la pluie va les tuer, » dit-elle en rajustant sa coiffure. « Continuez de rouler. » La voiture disparut au bout de la rue, laissant derrière elle un silence choqué. Amara resta immobile un instant, comme pétrifiée. La pluie continuait de tomber à verse, se mêlant à l'eau boueuse qui dégoulinait de ses cheveux. Son bébé pleurait de plus en plus fort. Lentement, elle releva la tête, les yeux écarquillés et emplis de larmes. Elle baissa le regard vers son pagne trempé et ses fruits ruinés. Une vieille femme qui vendait du maïs grillé à proximité se précipita à ses côtés. « Ma fille, courage. Certaines personnes n'ont pas de cœur, » dit-elle doucement. Amara tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle. « Je vais les ramasser. » Elle s'agenouilla dans la boue et commença à rassembler ses oranges une par une, les mains tremblantes. Chaque fruit semblait plus lourd qu'auparavant. Elle les replaça dans la brouette, bien qu'ils fussent déjà souillés. À ce moment précis, un jeune garçon d'environ 14 ans, debout sous l'auvent d'une boutique, tenait son téléphone. Il s'appelait Chibuik. Il avait tout filmé. Ses vêtements étaient mouillés, eux aussi, mais ses yeux brillaient d'une colère féroce. Il regarda à nouveau la vidéo, le rire orgueilleux de la femme, la gerbe d'eau, le bébé en pleurs. Il serra le poing. « Elle le regrettera, » murmura-t-il. Il s'approcha lentement d'Amara. « Tante, dit-il d'une petite voix.
S'il vous plaît, ne pleurez pas. Amara se tourna, surprise. Pardon? J'ai tout vu, dit-il. Je l'ai enregistré. Cette femme ne peut pas s'en tirer comme ça. Amara secoua la tête. Non, mon enfant. Ne t'en fais pas. Le monde ne se soucie pas des gens comme moi. Mais moi, je m'en soucie, répondit Chibuik d'un ton ferme. Les gens doivent voir comment elle vous a traité. Peut-être qu'elle en tirera une leçon. Amara le regarda un long moment. Ses lèvres tremblèrent de nouveau, mais elle ne l'arrêta pas. Elle hocha simplement la tête. Merci. Mais promets-moi de ne pas t'attirer d'ennui à cause de ça. Le garçon esquissa un faible sourire. Je n'en aurai pas. Je m'appelle Chibuik. Un jour, je vous achèterai des oranges quand vous aurez une grande boutique. Cette phrase arracha à Amara un rire fragile, le premier de la journée. Que Dieu entende tes paroles, dit-elle. La pluie commença à faiblir. Amara utilisa un coin de son pagne pour essuyer le visage de son bébé. L'enfant avait cessé de pleurer et ne faisait plus que renifler doucement. Amara murmura, « Tout va bien, mon ange. Maman va bien. » Elle se remit à pousser sa brouette, ses pas lourds dans la boue. Tous les regards dans la rue la suivaient tandis qu'elle partait, mais elle gardait la tête basse. La honte lui brûlait la poitrine, mais elle ne laissa rien paraître. Derrière elle, Chibuik, toujours sous le toit de la boutique qui goûtait, fixait l'écran de son téléphone. La vidéo tournait en boucle. La gerbe d'eau, le rire, la mère en pleurs. Sa mâchoire se contracta. Que le monde voie, dit-il calmement, et il appuya sur publier. Il ne savait pas encore qu'un simple clic sur son téléphone allait bientôt changer leur deux vies à jamais. Alors qu'Amara disparaissait au loin, le doux gémissement de son bébé était le seul son qui subsistait face à la pluie mourante. Les flaques reflétaient sa silhouette comme un miroir brisé, une moitié couverte de boue, l'autre brillant d'une force tranquille. Et loin de là, dans sa voiture sèche aux vitres teintées, Ngozi se penchait en arrière sur son siège, ignorant encore que quelqu'un l'avait observé. Le ciel s'assombrit tandis qu'Amara poussait sa brouette boueuse dans la rue étroite. La pluie avait cessé, mais l'eau continuait de s'égoutter de chaque toit, formant de petits ruisseaux le long de la route. Son pagne collait à ses jambes, lourd et froid. Son bébé, Chiamaka, gémissait doucement sur son dos, ses petites mains agrippant le chemisier d'Amara. Le cœur d'Amara était meurtri, non seulement par le froid, mais aussi par l'humiliation. Chaque fois qu'elle clignait des yeux, elle revoyait la scène. Cette vague d'eau sale, le rire provenant de la voiture, les gens qui la dévisageaient. Son corps tremblait, mais elle refusait de pleurer devant eux. Lorsqu'elle atteignit le coin de la rue, elle s'arrêta sous un auvent en zinc près d'une boutique abandonnée. Elle posa la brouette et détacha Chiamaka de son dos. Le petit visage du bébé était couvert de boue. Amara l'essuya délicatement avec un mouchoir humide. « Mon bébé, je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Tu ne méritais pas ça. » Le bébé cligna simplement des yeux, trop jeune pour comprendre. Mais sa petite main toucha la joue d'Amara. Ce contact brisa quelque chose en elle. Amara s'adossa au mur et couvrit son visage de ses mains. Des larmes silencieuses se mirent à couler, se mêlant à l'eau de pluie sur ses joues. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Puis une petite voix s'éleva à côté d'elle. « Tante, s'il vous plaît, ne pleurez pas. » Amara leva vivement les yeux. Debout devant elle se tenait le même garçon qu'auparavant, Chibuik. Il tenait un petit sac en plastique contenant un pain. Ses yeux semblaient sérieux pour quelqu'un de son âge. Elle renifla et s'essuya le visage avec sa manche. « Oh, c'est encore toi, » dit-elle doucement. Chibuik secoua la tête. « Je vais bien. Je suis venu vous donner ça. » Il tendit le sac en plastique. « C'est juste du pain, mais vous et votre bébé pourrez le manger. » Les yeux d'Amara s'emplirent à nouveau de larmes. « Tu es un si bon garçon. Que Dieu te bénisse. » Ils s'assirent en silence. Le bruit de la pluie qui s'égouttait emplissait l'air. Amara déchira un petit morceau de pain et le donna à son bébé, qui le mâcha joyeusement. Elle regarda ensuite Chibuik et demanda « Pourquoi es-tu revenu ? Tu m'as déjà aidé. » Chibuik hésita, puis sortit un petit téléphone. « À cause de ça, dit-il. J'ai enregistré ce que cette femme a fait. Regardez. » Amara se pencha en avant, choquée. Sur le petit écran fissuré, elle vit tout. Le SUV noir, la gerbe d'eau, le rire. Son propre visage tordu de douleur alors qu'elle ramassait ses oranges. Son cœur battait la chamade. « Tu as enregistré tout ça ? » « Oui, » dit-il fermement. « C'est injuste. Elle ne peut pas s'en aller comme si de rien n'était. » Amara secoua lentement la tête.
Mon fils, s'il te plaît, ne cause pas de problème à cause de moi. Supprime-la. Non, la voix de Chibuik s'éleva. Tante, c'est une preuve. Vous n'avez rien fait de mal. Pourquoi devrait-elle s'en tirer? Amara soupira. Parce que le monde est ainsi fait. Les riches font ce qu'ils veulent, et les pauvres ne font que survivre. Les yeux de Chibuik se plissèrent. Peut-être avant, mais pas aujourd'hui. Je la poste en ligne. Les gens verront. Amara tendit la main. Attends. Mais il était trop tard. Il avait déjà appuyé sur « Publier ». Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Que as-tu fait? Chibuik sourit légèrement. J'ai fait ce qui est juste. Vous verrez. Amara ne comprenait pas grand-chose aux réseaux sociaux, mais la confiance dans sa voix la rendit curieuse. Que as-tu écrit avec? La vérité, dit-il. J'ai écrit, cette femme riche a éclaboussé une mère d'eau sale et Harry. Aidez-moi à la retrouver. Amara ne savait pas si elle devait le remercier ou le supplier de retirer la vidéo. La pluie avait maintenant cessé. Un faible rayon de soleil perçait à travers les nuages. Chibuik la regarda. Vous habitez dans le coin? Elle hocha la tête. Alors je viendrai prendre de vos nouvelles demain, dit-il. Il sourit. Peut-être que quelque chose de bon en sortira. Amara gloussa doucement. Tu parles comme un vieil homme. Il s'enfuit dans la rue, son téléphone serré dans la main comme un objet puissant. Amara le regarda partir, un étrange sentiment grandissant en elle. La peur mêlée à un peu d'espoir. Elle se tourna vers sa brouette, vérifia ses oranges restantes et murmura pour elle-même. La grâce. S'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. Ce soir-là, après avoir nourri son bébé avec le dernier morceau de pain, elle s'allongea sur son petit matelas et fixa le plafond. Des gouttes d'eau tombaient encore du toit qui fuyait. Son esprit ne trouvait pas le repos. Elle entendait sans cesse le rire de cette femme, voyait la vague d'eau boueuse s'écraser sur elle, encore et encore. Elle se tourna vers son bébé endormi. Un jour, murmura-t-elle, nous aurons une vie meilleure. Tu ne subiras jamais ce que je subis. Dans un autre quartier de Lagos, dans une grande demeure au sol brillant et aux rideaux dorés, Ngozi était assise sur son canapé, sirotant du vin. Son téléphone, posé à côté d'elle, vibrait sans cesse, mais elle l'ignorait. « Madame, votre téléphone n'arrête pas de sonner », dit nerveusement sa domestique. Ngozi soupira et décrocha en voyant le nom de son partenaire en affaires. « Bonjour ?» La voix de l'homme était rapide. « Ngozi, tu as vu ?»« Vu quoi ?»« La vidéo. Tu es partout sur Internet. » Ngozi se redressa. « De quelles absurdités parles-tu ?» Elle ouvrit son navigateur et tapa sur le lien en tendance qui affichait son nom. Alors que la vidéo commençait, sa main se figea. Elle était là, son propre visage derrière la vitre de la voiture, riant tandis que l'eau éclaboussait une femme en pleurs et son bébé. Sa bouche devint sèche. La légende sous la vidéo disait « Une femme riche sans cœur humilie une mère pauvre sous la pluie de Lagos ». Ses mains tremblaient en faisant défiler les commentaires. « Monstre ! Honte à vous ! Elle a ri d'un bébé. » Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle. Ngozi jeta le téléphone sur le canapé. « Sortez !» cria-t-elle à sa domestique. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas. « Ce n'est pas possible » marmonna-t-elle. Elle reprit son téléphone et vit le groupe WhatsApp de son entreprise inondé de messages. « Madame, veuillez répondre immédiatement. Les clients menacent de se retirer. Réglez ça avant demain. » Sa poitrine se serra. Elle jeta à nouveau le téléphone et hurla. Au même moment, loin de là, dans sa petite chambre sombre, Amara sombrait dans le sommeil. La respiration douce de son bébé emplissait le silence. Chibuik, allongé sur son propre lit, souriait tandis que son téléphone vibrait sans arrêt. Les notifications remplissaient l'écran. J'aime, partage, commentaire. Il se murmura, il le voit. Tout le monde le voit. Il ne savait pas quelle ampleur cela prendrait. Il savait seulement qu'il avait fait ce qu'il fallait. Et alors que la ville de Lagos s'installait dans la nuit, les nuages de pluie se dissipèrent complètement, laissant derrière eux un ciel calme. Mais sous ce calme, des tempêtes d'un autre genre commençaient à peine à se lever. Des tempêtes qui allaient secouer à la fois le monde d'Amara et la vie de Ngozi, à jamais. Le lendemain matin apporta une brise légère et le son des gens qui criaient de l'autre côté de la rue. Amara était encore à moitié endormie quand elle entendit des voix fortes près de sa petite fenêtre. Son cœur manqua un battement. La vidéo? Elle se souvint du garçon, Chibuik. Se pourrait-il que la vidéo qu'il avait postée ait vraiment pris une telle ampleur?
Elle sortit. Un petit groupe de personnes était rassemblé autour d'un téléphone. Cette femme devrait être en prison, dit un homme avec colère. Voyez comme elle a ri. Amara se fija. Une adolescente se tourna et la remarqua. Ah, regardez. C'est la femme de la vidéo. Tout le monde se tourna pour la regarder. Certains souriaient gentiment. D'autres chuchotaient des choses qu'elle ne pouvait pas entendre. Ma sœur, ce que cette femme vous a fait est d'une grande méchanceté, s'avança une femme. J'ai vu la vidéo ce matin. Vous pleuriez sous la pluie en tenant votre bébé. Ça m'a brisé le cœur. Amara ne sut quoi dire. Elle parvint seulement à murmurer, je ne savais pas que ce serait mis en ligne. Un homme secoua la tête. Ne vous inquiétez pas. Internet se bat pour vous maintenant. Il lui montra son téléphone. La vidéo était devenue virale pendant la nuit. Des milliers de commentaires. Il y avait son visage, mouillé, couvert de boue, pleurant en ramassant ses oranges. En dessous, le visage souriant de Ngozi dans sa voiture. Amara halta. Pendant ce temps, dans sa grande maison de verre, Ngozi était assise sur le sol de son salon, entourée de journaux et d'ordinateurs portables. Son visage était pâle. Elle n'avait pas dormi. Madame, ça empire, dit doucement son assistante, Lydia. Toutes les pages de votre entreprise sont inondées de commentaires haineux. Les gens annulent leurs commandes. C'est juste du bruit sur les réseaux sociaux. Ça va se calmer, répondit Ngozi. Lydia hésita. Madame, même les chaînes de télévision en parlent maintenant. Ngozi leva brusquement les yeux. Les chaînes de télévision? Lydia lui montra sa tablette. Femme d'affaires sans cœur humilie une mère célibataire pauvre. La vidéo suscite l'indignation. Sa bouche devint sèche. Qui leur a donné mon nom? Lydia déglutit. Quelqu'un a reconnu votre plaque d'immatriculation. Ils l'ont retracée jusqu'à votre entreprise. Le téléphone de Ngozi sonna de nouveau. Son associé, M. Okafor. Sa voix était tranchante et froide. Ngozi, qu'as-tu fait? Sais-tu dans quel pétrin nous sommes? Nos clients se retirent. Ils ne veulent pas être associés à une brute. C'était un accident, dit-elle. J'ai regardé la vidéo moi-même, rétorqua-t-il. Ce n'était pas un accident. Tu as ri pendant que ça se produisait. La voix de Ngozi trembla. Je ne le voulais pas. Peu importe ce que tu voulais. Le pays entier te déteste en ce moment. Nous perdons des millions. Tu dois publier des excuses publiques immédiatement, ou nous serons forcés de retirer ton nom du conseil d'administration. Le cœur de Ngozi s'arrêta. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous le pouvons et nous le ferons si tu ne règles pas ça d'ici demain. La ligne se coupa. De retour dans le petit quartier, Amara était assise devant sa maison. Sa voisine, Maman Kiru, la rejoignit. Ma sœur, tu es célèbre maintenant. Amara avait l'air fatiguée. Célèbre? Ce n'est pas quelque chose que je voulais. Mais les gens t'aiment, dit Maman Kiru. Ils t'appellent la mère de la grâce. Quelqu'un a même dit que tu es en première position des tendances sur Twitter. Amara fronça les sourcils. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde connaît ton histoire. Certains veulent t'aider. À cet instant, Chibuik accourut dans la cour, haletant et souriant. Tante Amara, vous avez vu les nouvelles? Ils disent que l'entreprise de cette femme est en difficulté. Tout le monde veut qu'elle s'excuse. Amara soupira. Je ne lui ai jamais souhaité de mal. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Chibuik haussa les épaules. Parfois, les mauvaises personnes doivent perdre avant d'apprendre. Plus tard dans l'après-midi, Ngozi était assise à son bureau. Le silence régnait. Son téléphone sonna de nouveau. C'était son fiancé. Sa voix était plate. Ngozi, nous devons parler. Mes parents ont vu la vidéo. Mon père a dit qu'il ne voulait pas que j'épouse quelqu'un qui traite les gens comme des moins que rien. Elle se figea. Que veux-tu dire? Je pense que nous devrions faire une pause, dit-il calmement. Sa main trembla. Une pause? Tu veux me quitter à cause de ces bêtises? Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Il raccrocha. Ngozi laissa tomber le téléphone et fixa le vide. Cette nuit-là, elle tenta de dormir, mais son esprit ne trouvait pas le repos. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la vidéo se rejouer. Son visage, son rire, la gerbe d'eau boueuse, le bébé en pleurs. Elle s'assit et murmura. « Que ai-je fait ?» De l'autre côté de la ville, Chibuik annonça à Amara. « Tante, quelqu'un vient de dire qu'il va lancer une collecte de fonds pour vous. Pour vous aider à ouvrir une boutique de fruits. »
Amara secoua la tête. C'est trop. Je n'ai pas demandé tout ça. Chibuik sourit. C'est peut-être votre bénédiction. Et à des kilomètres de là, dans son manoir sombre, Ngozi était assise seule, fixant à nouveau son reflet. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre. Elle se murmura, il me déteste maintenant. Tout ça à cause d'un seul instant. La pluie se mit à tomber plus fort. Le son emplit la pièce. Elle s'adossa à la fenêtre et ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, la fière femme riche se sentit impuissante. Et devant son portail, le monde continuait de crier son nom. La lumière du matin se glissa lentement dans la vaste chambre de Ngozi. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux emmêlés. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain. Le grand miroir lui renvoya l'image d'une femme qu'elle reconnaissait à peine. Elle toucha son visage et murmura « Que suis-je devenue ?» Son téléphone sonna. C'était son père. Sa voix était sévère et déçue. « Ngozi, qu'est-ce que j'entends ? Tu as déshonoré le nom de notre famille. »« Papa, ce n'était qu'une. »« Une quoi ?» l'interrompit-il. « Une humiliation ? Une cruauté ? Tu as perdu tout ce qui compte, Ngozi. Tu n'as plus de respect. L'argent ne peut pas laver cette honte. » Il raccrocha. Au bureau, l'ambiance était glaciale. Dans la salle de conférence, les cadres supérieurs étaient assis, le visage grave. M. Okafor prit la parole. « Ngozi, nous te demandons de te retirer, au moins temporairement. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir ton nom associé à cette entreprise. » Son cœur se serra. « Me retirer ? Vous voulez que je quitte ma propre entreprise ? Nous devons la protéger, » dit doucement Okafor. Elle se leva, les yeux remplis d'incrédulité. « J'ai donné 10 ans de ma vie à cette entreprise, et vous me tournez le dos à cause d'un bruit en ligne. »« Ce n'est pas du bruit, » dit Okafor. « C'est la voix du peuple. » Elle sortit de la pièce sans se retourner, des larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, elle se rendit seule dans un restaurant tranquille. Mais aujourd'hui, tout était différent. Les gens chuchotaient, la prenaient en photo. Une femme à la table voisine éleva la voix, « Vous devriez avoir honte. Vous avez ri d'une mère et de son bébé. » Toute la salle se tut. Ngozi se leva brusquement. « Je m'en vais. » Elle sortit en titubant jusqu'à sa voiture, le souffle court. Pendant ce temps, Amara était assise tranquillement dans sa petite chambre. Chibuik lui dit, « Tante Amara, ils disent que l'entreprise de cette femme pourrait fermer. » Amara soupira. « C'est trop. Je ne voulais pas que sa vie soit détruite. » Chibuik fronça les sourcils. « Mais elle a détruit votre journée. » Amara secoua lentement la tête. « 2 torts ne font pas une raison, mon enfant. » Il la regarda, confus. « Alors, vous lui pardonnez ?» Elle sourit faiblement. « Je ne sais pas encore, mais garder de la colère ne nourrira pas mon bébé. » Dans son manoir, Ngozi était assise dans le noir. Même sa gouvernante avait fait ses bagages et était partie sans un mot. Un appel vidéo de sa mère. Les yeux de celle-ci étaient rouges. « Ma fille, pourquoi ne m'as-tu pas appelée ? » « Parce que je ne voulais pas entendre la déception dans ta voix, toi aussi, » murmura Ngozi. « Je ne suis pas en colère, mon enfant. Je suis triste. Tu as laissé l'orgueil détruire ton cœur. Maman, je n'ai pas réfléchi. C'est bien le problème, » acquiesça lentement sa mère. « Tu as oublié ce que signifie être humain. » Des larmes coulèrent sur les joues de Ngozi. « Je ne voulais pas la blesser. »« Alors va la trouver, » dit doucement sa mère. « Dis-lui pardon. » Ngozi secoua la tête. « Personne ne me croira. Parfois, on ne s'excuse pas pour que les autres vous croient. On le fait pour pouvoir vivre à nouveau avec soi-même. » Le lendemain, elle sortit déguisée. Elle se rendit à l'endroit même de l'incident. Une vendeuse de maïs la regarda. « Madame, ça va ? Connaissez-vous une femme nommée Amara ? Elle vend des fruits ici. » Les yeux de la femme s'illuminèrent. « Ah, la dame de la vidéo. Elle ne vient plus ici. On dit qu'elle a déménagé. » Le cœur de Ngozi se serra. Ce soir-là, elle était assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Le vent soufflait doucement. Son entreprise était partie. Son fiancé était parti. Tout ce qui restait, c'était la culpabilité. « S'il vous plaît, mon Dieu, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « donnez-moi juste une chance de réparer ça. » Et de l'autre côté de la ville, Amara était également éveillée, berçant doucement son bébé. 2 femmes, une riche, une pauvre, toutes 2 éveillées dans la même ville, pensant toutes 2 au même jour de pluie qui avait changé leur vie à jamais. 2 mois s'étaient écoulés.
Amara se tenait maintenant dans une petite boutique de bord de route. Grâce aux dons et au soutien d'une fondation caritative, sa vie avait changé. Elle n'était plus la femme effrayée qui pleurait sous la pluie. Un après-midi, la directrice de la fondation, Madame Bellow, lui rendit visite. « Amara, dit-elle, vous êtes devenue une source d'inspiration. C'est pourquoi nous voulons que vous preniez la parole lors de notre événement caritatif demain. Racontez simplement votre histoire. » Amara hésita, mais accepta. En face, dans son manoir silencieux, Ngozi vit l'annonce à la télévision. La mère de la grâce prendra la parole lors d'un événement caritatif demain. Elle vit le visage d'Amara, calme et doux. Le cœur de Ngozi se serra. Elle m'a pardonné, murmura-t-elle, mais je ne me suis pas pardonné moi-même. Lydia, son assistante, entra. Madame, allez-vous à l'événement? Je dois y aller, répondit fermement Ngozi. Non pas pour protéger mon nom, mais pour faire la paix. Le lendemain, la salle de l'hôtel de ville était comble. Ngozi s'assit discrètement au fond. Sur scène, Amara prit la parole. Sa voix, d'abord douce, gagna en assurance. Il y a 2 mois, commença-t-elle, j'étais une simple vendeuse de fruits. Un jour de pluie, une voiture m'a éclaboussé d'eau sale, moi et mon bébé. Le conducteur a ri et est parti. Je pensais que ma vie était finie. Mais ce jour-là, la gentillesse des inconnus m'a montré qu'un moment de douleur peut mener à quelque chose de plus grand. Je n'ai plus cette femme. Peut-être que Dieu l'a utilisée pour me pousser vers la lumière. Si je pouvais lui dire quelque chose aujourd'hui, je lui dirais que je lui ai pardonné le jour où j'ai cessé de pleurer. Au fond de la salle, Ngozi éclata en sanglots silencieux. Après l'événement, alors que la foule entourait Amara, Ngozi s'avança lentement. La salle se tut. Amara, dit-elle doucement, les yeux rouges de larmes. Je suis venue vous trouver. J'ai tout perdu à cause de ce que je vous ai fait. Mais la vérité, c'est que je le méritais. J'étais orgueilleuse, aveugle et sans cœur ce jour-là. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Amara la regarda calmement. Je vous ai déjà pardonné. Vous ne le saviez tout simplement pas. Ngozi se figea. Le pardon n'est pas pour ceux qui le méritent. Il est pour ceux qui en ont besoin, ajouta Amara. Ngozi tomba à genoux. S'il vous plaît, laissez-moi réparer mes torts. Amara se pencha et lui toucha doucement l'épaule. Alors, relevons-nous toutes les deux. Le passé est révolu. Plus tard ce soir-là, elles étaient assises dehors. Je veux faire quelque chose de ma vie maintenant, dit Ngozi. Quelque chose qui aide les autres. Alors aidez celles qui vivent encore dans le genre de douleur que j'ai connu, répondit Amara. Une fondation, peut-être, songea Ngozi. Amara sourit. Ce serait un bon début. Avant de partir, Ngozi laissa une enveloppe sur la table d'Amara. Ce n'est pas pour la pitié, c'est pour un partenariat. Peut-être que nous pouvons ouvrir une boutique de fruits ensemble. La maison de la grâce. Amara sourit simplement et dit, nous verrons. Le lendemain, la gosse se réveilla avec une nouvelle histoire. Celle de l'excuse de Ngozi. L'Internet qui l'avait maudite bourdonnait maintenant de surprise. Voilà à quoi ressemble le changement, disaient la plupart. Des semaines plus tard, le « projet Grâce » fut lancé. Ngozi, humble, prit la parole. Autrefois, j'ai utilisé ma voiture pour jeter de la boue sur quelqu'un. Aujourd'hui, je veux utiliser mes mains pour sortir les autres de la boue. Dans le public, Amara souriait fièrement. Les mois passèrent. La petite boutique de fruits d'Amara devint plus grande. Elle employait 2 autres mères célibataires. Un après-midi, Ngozi lui rendit visite. Elles rirent ensemble. Chibuik, maintenant plus grand, leur fit un signe. Sans moi, pas de vidéo, pas d'histoire, lança-t-il. Ngozi gloussa. C'est vrai. Tu as déclenché une tempête qui a changé des vies. Alors que le soir tombait, elles s'assirent devant la boutique. Le bébé d'Amara, Chiamaka, se mit à gazouiller. Ngozi lui chatouilla la main. Son nom signifie « Dieu est beau », dit fièrement Amara. Ngozi sourit. Il l'est vraiment. Enfin, Amara murmura, le jour où tu m'as éclaboussé, j'ai cru que ma vie se terminait. Mais peut-être qu'elle ne faisait que commencer. Les yeux de Ngozi brillèrent. Et peut-être que cette éclaboussure n'était pas destinée à tâcher. Elle était destinée à nous réveiller toutes les deux. Elles se sourirent. Le bruit de la ville s'estompa un instant, remplacé par la paix qui naît lorsque 2 cœurs finissent par guérir. Une photo d'elles, riant ensemble, se répandit en ligne cette nuit-là. 2 femmes de mondes différents, assises côte à côte. Et cette fois,
La légende disait simplement, la pluie qui les a autrefois divisés les a maintenant lavés. À partir de ce jour, leur histoire devint un symbole à travers la gosse. Un conte sur la gentillesse, le pardon, et la façon dont un acte de cruauté peut encore être transformé en quelque chose de beau. Car parfois, dans le bruit du monde, il suffit d'une seule goutte de pluie et d'un seul acte de grâce pour rappeler à tous que l'humanité est toujours vivante.